Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. N'hésitez pas à vous abonner, rejoindre la communauté des rois du Bitcoin directement sur le Discord, le lien sera en description. On va parler Bitcoin, de 2 scénarios et de plusieurs scénarios d'influenceurs que je suis de très près et j'apprécie beaucoup leur travail. On va bien sûr en parler dans cette vidéo, on fera un tout petit tour sur Ethereum et des news qui m'ont été relevées notamment dans les commentaires par rapport au déloc. Vis-à-vis de Ethereum en mars prochain, serait-il catalysant par rapport à ces options qu'on est en train d'observer vis-à-vis de Ethereum et qu'on n'observe pas sur Bitcoin? Il y a d'autres choses, d'autres éventuellement narratifs catalysants qui pourraient faire éventuellement bouger le prix du Bitcoin comme de l'Ethereum. On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. N'hésitez pas à le lire dans la description. Vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme. Côté Bitcoin, on est toujours en train de travailler cette trendline qu'on avait pris par rapport aux précédents bottom de marché qui sont ici sur les 15 400 $ à peu près et juste ici par rapport à un lot qui se trouve actuellement à 16 276 $. On est en train de travailler cette trendline, cette oblique ici, on est toujours en dessous, donc tant qu'on n'a pas de clôture définitive avec un breakout et une accélération haussière, eh ben il ne se passera strictement rien. Le propre, qu'est-ce que c'est de faire de nouveaux plus bas, toujours de nouveaux plus bas, puisque la dynamique de fond reste baissière, donc on cherchera plutôt des ventes sur ce marché. Côté Shimoku Kinkoyo, toujours en délit, on en a parlé déjà hier, on est bloqué au-dessus, en dessous de ce nuage, on a récupéré la Tenkan, ce qui est plutôt intéressant. On pourrait tenter un breakout par rapport à ces petites obliques. On est en train d'accumuler actuellement des traders probablement en short ici qui s'accumulent et qui grandissent, et c'est pas une mauvaise chose bien évidemment, ce qui pourrait tout simplement donner une impulsion haussière pour aller chercher notre Kinjun, juste ici, donc au-dessus de la Tenkan, Kinjun, juste là sur les 17 350 $, et je sais que c'est aussi des objectifs notamment par rapport à des héliotistes et dans une zone de rechargement de vente. Logique, court terme, on va la tracer ensemble, juste ici, c'est parti, hop, hop, ici, un tout petit peu en dessous, 0,50, pardon, donc zone de rechargement de vente logique, 17 500 $, jusqu'aux 18 000 $ à peu près. Très intéressant d'observer ce 0,50 exactement sur cette Kijun ici. Un marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps. On continue avec des sauges extrêmement intéressantes. On va en parler aujourd'hui tout de suite. Ethereum, les retraits des ETH en staking prévus pour mars 2023. Rappelez-vous à l'époque quand on avait staké pour Ethereum 2.0 qui a été repoussé maintes et maintes fois. Je crois que ça a eu plus de 2 ans de retard par rapport à la mise à jour The Merge. Il fallait comprendre qu'à l'époque on mettait en staking nos Ethereum pour éventuellement essayer de construire des nœuds. Pour celles et ceux qui avaient 32 Ethereum et plus pouvaient construire des nœuds directement, être validateurs de la nouvelle chaîne au niveau de Ethereum Proof of Stake 2.0, et ben on a une date finalement au niveau de ce délock tout simplement. Donc les gens qui avaient locké sans avoir de date en fait de définitive, ça veut dire que aussi bien on aurait pu continuer jusqu'en 2024, voire 2025, on savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir déloquer nos Ethereum. Personnellement, je ne l'avais pas fait, donc je n'ai pas de nœud Ethereum, bien que j'avais suffisamment d'Ethereum à l'époque pour éventuellement pouvoir m'en procurer et en faire un, et en tout cas participer à cette chaîne. Beaucoup sont partis sur Lido, beaucoup sont partis sur d'autres plateformes qui en avaient un petit peu moins pour pouvoir éventuellement pousser ce type de choses. Toujours très intéressant, avec une possibilité de flux pour pouvoir rentrer et sortir plus facilement bien évidemment, donc c'est toujours la liberté de pouvoir posséder et de faire ce qu'on veut entre guillemets de nos tokens préférés. On l'aurait potentiellement pour la mise à jour Shanghai qui serait prévue pour mars 2023. Je le dis, je le répète, mars 2023, c'est une date potentielle de mise à jour. Ça peut être repoussé encore, et encore, et encore, et encore. Les grosses mises à jour n'interviendront pas avant 2024 côté Ethereum, notamment sur la prochaine énorme mise à jour, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Bref, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si on a quand même la possibilité de pouvoir récupérer nos tokens préférés, il faut savoir que, il me semble que le niveau de staking par rapport à Ethereum, je crois que c'est 2300 ou 2400 $. Il faut le savoir. En fait, beaucoup d'Ethereum qui ont été stakés pour pouvoir créer des nœuds n'ont pas été faits à 1200 $ ou à 500 $. Il a été fait plus haut. En fait, la moyenne de prix, c'est à peu près 2200 $. Donc, est-ce qu'on va éventuellement sortir nos tokens à perte? La réponse est non. Est-ce que vous voulez vraiment lâcher votre nœud? Je pense que la plupart des validateurs ne le voudront pas. Donc, encore une fois, ça peut être, entre guillemets, un billet psychologique de plus qui peut éventuellement tendre les traders du mauvais côté. Donc, c'est réel, on le connaît, on a potentiellement une date qui n'est probablement pas définitive pour le coup, puisqu'on connaît l'histoire, mais ça peut être catalysant par rapport à une forme de volatilité. N'ayez jamais raison trop tôt.
On ne se positionne pas à la vente sur quelque chose qui doit se passer dans un trimestre. Les marchés financiers vont vite, de toujours plus vite, et les cryptoactifs encore plus. Vous avez également un autre catalyseur. On n'en parle plus, mais pour le coup, celui-là, il est vraiment réel. Des milliers de BTC dans la nature, MTGOS va enfin libérer ses tokens. Vous aviez jusqu'au 10 janvier, c'est ça? Je sais plus, voilà. Les clients de MTGOS sont jusqu'au 10 janvier 2023 pour se signaler. Donc si vous en faites partie, vous n'avez plus que quelques jours pour pouvoir vous signaler. Je rappelle que la faillite d'MTGOS s'était produite en février 2014, une plateforme qui avait été créée en 2010, en tout cas qui s'était reconvertie en 2010 sur de la vente et l'échange de crypto-actifs. Donc ça a été, à l'époque, 95% des flux de Bitcoin ont été réalisés sur cette plateforme-là, donc ça a fait très mal. On parle de plus de 200 000 BTC qui pourraient potentiellement être libérés, peut-être du jour au lendemain, et être vendus sur les échanges. Ça fait quoi en termes de performance? Ça, je pense que c'est important aussi de le dire. On va revenir un petit peu dans le passé par rapport à cet effet, entre guillemets, MTGOS. Est-ce que oui ou non, tous les traders et tous les investisseurs d'antan qui avaient des Bitcoins bloqués, et on parle de maintenant 8 ans, pour celles et ceux, voire bien avant, pour celles et ceux qui avaient holdé du Bitcoin, on peut partir du principe, grosso modo, qu'il y avait une forte accumulation aux alentours des 10 à 100 $. Donc ça, c'est la plus grande accumulation qu'il y a, en tout cas les plus gros volumes d'échanges en réalité. Si vous baissez un peu et vous revenez ici, en fait, il y a très très peu de volume au niveau de la distribution. En somme, on n'a pas eu le temps de tout vendre. En tout cas, les traders ne vendent pas là. Les traders, en fait, régulièrement, ou les investisseurs non initiés, vendent plutôt sur des bottoms de marché. C'est à peu près ici. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut rentrer en bear market alors qu'il y a très peu de supply. On parlait ici de 95% du supply qui avait, entre guillemets, été loqué, qui était disponible à l'achat et à la vente. Donc les gros volumes de vente ont été en fait stoppés du jour au lendemain, ce qui n'a pas empêché, après la faillite de MTGOS en février 2014, de voir le cours se déprécier de près de 80%. C'est un fort catalyseur, un vrai signe noir. On peut partir et estimer peut-être, à vous de me le dire, quelle est la plus grosse, entre guillemets, accumulation au niveau de ces investisseurs d'antan ou traders d'antan qui ont accumulé et conservé leur Bitcoin. Je pense que les très très gros ont réussi à sortir par n'importe quel moyen, et je pense que c'est les plus petits qui sont, entre guillemets, aujourd'hui bloqués et qui ont dû en fait acheter, pour peut-être une majorité d'entre eux, entre les 100 et les 500 $. Bon, on va être éventuellement le plus optimiste, on va dire 100 $. On va dire que la grande majorité des personnes qui étaient sur MTGOS ont acheté des bitcoins aux alentours des 100 $. Le plus gros pic, entre guillemets, par rapport à un magnifique cycle à peu près d'un an. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on le sait, que 70% des traders, entre guillemets amateurs, sont arrivés sur le marché des cryptoactifs. 70%, c'est quand même pas rien, à partir des 30-40 000 $ sur Bitcoin, par rapport au cycle. Donc vous voyez qu'on peut, si on reprend à peu près la même chose, et là on avait eu ce fameux super cycle au niveau du Bitcoin, donc en somme, ici on était à 69 000 $, si vous voulez, pardon, je ne vais pas faire ça, ici 69 000 $, pullback, réaccumulation, et super cycle, c'est peut-être ce qu'on peut éventuellement observer sur Bitcoin dans les prochaines semaines, sait-on jamais. Donc, mais partons du principe que la majorité, plus de 50%, 100 $, ça fait quoi en termes de performance par rapport au prix actuel de cours? Tout simplement. On est actuellement à x16, à peu près, x15, x16. Est-ce que ça vous semble suffisant pour vous? Ensemble, vous aviez mis 100 balles. Aujourd'hui, vous avez 1600 balles. Vous aviez mis 10 000 €. Et honnêtement, c'était pas la majorité des gens de l'époque. Partez du principe que, je sais plus combien c'était, on avait, je crois, ce chiffre on-chain de la moyenne des investissements, mais c'était clairement pas si énorme que ça. On parlait pour les plus gros détenteurs, c'était 20 000 balles, à peu près. Donc si vous aviez 20 000 balles et posé 20 000 balles parce que vous faisiez partie, entre guillemets, des wilds de l'époque, avec 20 000 €, vous étiez déjà des wilds, grosso modo, aujourd'hui, vous avez à peu près 250 000 $, à peu près 300 000 $ aujourd'hui. Est-ce que c'est énorme? Est-ce que ce ne sera pas absorbé par la liquidité? Je pense que si, pour être tout à fait honnête. Et je pense encore plus, je pense que ces bitcoins sont déjà, entre guillemets, probablement déjà vendus OTC. Ça veut dire hors exchange. Il y en a beaucoup qui seront probablement vendus on-chain, mais je pense que les gens ne veulent pas vendre des prix sur des bottoms de marché. Puisque les gens qui étaient là à l'époque, c'est pour moi des vrais, aujourd'hui, crypto-défenseurs convaincus. Parce que si vous avez vécu le nombre de cycles que ces gens-là ont vécu, ils sont ultra convaincus. Et déjà à l'époque, c'était Bitcoin 1 million $. Il faut le savoir. C'était vraiment ce nouvel étendard, cette révolution incroyable. Et aujourd'hui, ils ont eu le temps de mûrir, ils ont eu le temps de travailler, ils ont eu le temps de parfaire leur stratégie et leur comment on peut dire, peut-être pas leur psychologie, mais leur décision finale finalement. Et honnêtement, mettez-vous à la place de ces gens-là, est-ce que vous vendrez vos bitcoins demain, si vous aviez en fait récupéré vos bitcoins? Allez, peut-être une partie pour le geste, peut-être votre investissement de départ, et encore.
À vous de poser cette question et vous comprendrez en fait qu'il n'y aura pas peut-être pas de fort impact, en tout cas sur le prix du cours, mais attention à cela, puisque le catalyseur sera dégainé. Dès lors, il sera probablement joué, et c'est pas une news positive de libérer 200 000 bitcoins sur des personnes qui avaient été bloquées il y a maintenant 8 ans. Donc c'est toujours pareil. Il faut qu'un maximum de personnes soient du même côté du mouvement, notamment sur le spot, pour pouvoir avoir des directionnels de prix. Ça, c'est super important. Également, maintenant qu'on le sait, puisque ça va finalement être libéré, je pense que alors je pense pas, en fait c'est une quasi-certitude absolue, pour qu'un cours s'apprécie de façon certaine, il faut que les investisseurs soient convaincus d'une direction et que les traders soient convaincus de l'autre direction. Ensemble, les investisseurs doivent continuer à accumuler et à holder leur BTC sur le spot et que les traders soient à contre-tendance, qui permet en fait d'accumuler des liquidités certaines plutôt au nord. Donc si les traders sont du mauvais côté et que les investisseurs continuent à pousser ce marché, ça permet d'avoir des forts catalysants et des forts directionnels de prix. Ça, c'est super important. Et c'est là où ça devient intéressant de parcourir les communautés, les discords, pour avoir en fait plutôt les gens qui sont plutôt traders. Et vous allez très rapidement voir que les traders seront baissiers beaucoup plus longtemps que les investisseurs. Et ça, c'est toujours très intéressant à observer. Attendons bien sûr nos confirmations, etc. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire par rapport à cette information-là. Donc ce sera des news catalysantes, pas de signe noir en vue, bien qu'on ait encore ces scénarios qu'on a en tête par rapport à la récession, par rapport au pivot de la Fed et par rapport à tout ça. Et on peut en fait essayer de regrouper en deux scénarios très binaires, si vous voulez, la suite des événements, notamment pour 2023. Mais juste avant ça, on regarde techniquement ce qui a été proposé par d'autres influenceurs. Vous avez ProIndicator, fil de ProIndicator qui propose ce type de choses sur Bitcoin. Donc vous avez en fait un arrachement haussier, vous allez chercher un 0,50 ou un premier arrêt, à peu près par là, un énorme pullback pour sortir tout le monde, probablement lors de la news du pivot de la Fed, quand on l'aura entre guillemets catalysé, donc il l'annonce à peu près à avril, on peut dire avril, mai, peut-être 2023. Et puis derrière, vous avez en fait ce nouveau super cycle pour arriver sur les 200, 300 000 $. Aucun problème avec ça. Ça, c'est côté fil de ProIndicator. Vous avez Vincent Gann, qui lui, en fait, est pour aller chercher cette fameuse objectif de prix complètement logique, complètement téléphoné sur ce fameux neckline de magnifique W trimestriel, très proche des 11 500 $, donc entre les 13 870 et les 11 475 $, et puis après vous avez des objectifs bien sûr plus bas par rapport à des gaps ou par rapport à des déséquilibres de marché. Vous avez éventuellement après un retour très proche des 30 000 $, à peu près 31 000 $, et puis après derrière, ou 30 000 $, et puis après derrière aller chercher plus bas dans un énorme range et avoir la résolution quand toutes les planètes seront alignées. Ok, donc Vincent Gann plutôt aller chercher plus bas. Après vous avez CMA de Crypto Money Analyse, donc très élotiste, il ne s'occupe pas lui des news fondamentales ou des catalyseurs externes, lui il regarde des vagues et il regarde que la technique. Il a des paliers actuellement sur les 20 000 $, donc c'est 16 000 $, puis les 15 000 $, puis les 13 000 $, puis les 8 000 ou 9 000 $, puis les 6 500 $ par rapport à des objectifs de prix vis-à-vis de sa courbe. Donc on est dans un énorme cycle, vous avez une 2, une 3, on est en train de la chercher mais on l'a pas encore, une 2, une 3, une 4, une 5, dans une énorme une, ici vous la voyez pas, et d'aller chercher une 2. Donc pour lui, on va chercher une 2 d'un cycle beaucoup plus grand et beaucoup plus haussier, puisque toutes les planètes mèneront, tous les objectifs sont sur la Lune, côté Bitcoin, et pour ceux qui sont là encore aujourd'hui, c'est une certitude absolue, ou quasi absolue bien évidemment, et si vous n'y croyez pas, faites très attention à ça, vous pouvez éventuellement vous diriger vers des marchés plus traditionnels, puisque si vous êtes aujourd'hui sur les marchés crypto et que vous pensez que celui-ci va à zéro, ne spéculez pas, parce qu'en fait vous avez un billet tellement fort qui vous emmènera très probablement à faire des erreurs émotionnelles très fortes. Il faut faire très attention par rapport à ça. Alors ça a pu changer, peut-être que vous étiez persuadé avant et aujourd'hui vous êtes moins convaincu. À ce moment-là, attendez des vraies confirmations et des retournements. Si on zoome un petit peu dans ce que propose CMA, en réalité vous avez en fait ces objectifs, donc 15 300, donc double bottom, quasiment parfait. Ensuite vous avez les 13 500 $, et après voilà, ce sont des objectifs, il faut les jouer simultanément. Si vous êtes en short, why not? Lui il prendra probablement un short sur les 17 500 $, je pense, 18 000 $ après les invalidations, donc 18 500 puis 21 500 pour les invalidations des élotistes. Est-ce que ça se joue? Évidemment que ça se joue, puisqu'on joue notre stratégie et puis on maîtrise notre risque management, ni plus ni moins. Vous avez aussi Slashcoin, Georges, qui nous propose en fait lui des zones complètement logiques, c'est très arithmétique, c'est très cartésien par rapport à des clôtures de bougies en mensuel, voire trimestriel. Vous avez ici sur les 13 853 $ et les 10 854 $. En somme, pendant qu'on est sur cette zone entre guillemets rouge, l'objectif c'est d'aller chercher les 13 853 $, ni plus ni moins. Tant qu'on ne résout pas au nord cette petite box actuellement qu'il a décidé, donc en somme, revenir conquérir et clôturer en
mensuelle. Et j'insiste sur le mot clôture en mensuel, puisque c'est exactement la time frame qu'on est en train d'observer. Attendons bien les clôtures avant d'agir. C'est de venir réintégrer au-dessus des 20 000 $ en clôture mensuelle pour éventuellement aller chercher des nouveaux objectifs haussiers. Sinon, actuellement dans la tendance de fond mensuelle, l'objectif c'est d'aller au minimum chercher les 13 853 $. Et si on clôture en dessous des 13 853 $, c'est d'aller chercher les 18 854 $ pour lui, voire un peu plus bas, et pourquoi pas combler des gaps vers les 9 800 $ à peu près. Donc pour l'instant, on ne fait rien. En tout cas, ce que j'entends, c'est que Slashcoin, et comme beaucoup d'investisseurs aujourd'hui, ne font strictement rien, on attend des confirmations et des structures, ni plus ni moins. Et vous avez, moi, mon scénario. On l'avait déjà fait, ce scénario, par rapport à un scénario, mais beaucoup plus long terme. Vous rappelez-vous, on connaît la date et le prix du bottom. Je me rappelle qu'elle avait fait beaucoup réagir, cette vidéo. C'est une vidéo qu'on a mis il y a 7 mois. Et on était retrouvés à peu près en octobre-novembre, donc c'était le 31 octobre, mais ça peut être entre le 31 octobre et le 7 novembre par rapport au prix du bottom vis-à-vis des cycles précédents. Bah, c'est quand même toujours incroyable de l'observer ça et de revenir en arrière 7 mois après, et qu'on se dit aujourd'hui, alors oui, c'était un peu plus bas. Personnellement, on était sur les 11 500 $ ou 12 000 $. On était venu chercher ces clôtures un petit peu comme Georges, etc. Donc c'était ça l'objectif du bottom. On ne connaît pas l'avenir, vous imaginez bien, on était à 30 000 $ à ce moment-là. Donc on revient par rapport au scénario d'Hermès, finalement. Donc si vous voulez le mien, on va passer en weekly ici. J'ai rien touché par rapport à tout ce que j'ai fait précédemment, et on le tient tant que c'est pas invalidé. Donc ce scénario, voilà, 13 800 $, vous voyez, on avait refait après avec des jolis... il est un petit peu plus dans le détail. Jusqu'ici, les 10 600 $. Et puis après, vous aviez un pending exécution. Moi, mon prochain pending exécution, c'est proche des 9 800 $. Personnellement, sauf structure, bien évidemment, pour un investissement 2. Je n'ai fait qu'un investissement 1 actuellement sur Bitcoin, sur des rachats. Et ça fait plus d'un an, enfin même 2 ans que je n'avais pas racheté du Bitcoin, pour être tout à fait honnête avec vous. Mon scénario, il est très simple. Il ressemble plutôt à celui de Phil, voire celui de Vincent Gann. Si je n'ai pas des catalyseurs, je n'irai pas plus bas. Pour moi, nous avons des bottoms de marché. Nous sommes en train de les construire. Si je n'ai pas de catalyseurs forts, je sais pas moi, faillite de Binance, récession dure, ou tout ce que vous voulez. Pour moi, les bottoms vont être faits et vont être dessinés. Il n'y a aucune raison d'aller voir plus bas. Bien qu'il y a Genesis qui n'arrive pas à sortir du gouffre, mais aujourd'hui, toutes les news aujourd'hui par rapport au risque systémique lié à FTX a été déjà, en fait, intégré dans le prix. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on est à 16 715 $ à l'heure où je vous parle. On aurait dû être aujourd'hui à 10 000, voire beaucoup plus bas. Enfin, c'est faux. C'est quand même du MTGOS puissance 2, en fait, ce qui s'est passé au niveau de FTX vis-à-vis des produits dérivatifs qui ont été utilisés, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de dérivatifs, comme on peut bien sûr l'imaginer, les risques systémiques étaient liés à sa propre, entre guillemets, entreprise, si vous voulez. Il n'y avait pas de partie prenante, si vous voulez... pour avoir le maximum de détails. Mon scénario est très simple, c'est qu'on irait très probablement chercher cette magnifique oblique et rebondir dessus. On viendrait chercher un 0,50 d'ici mai. En plus, je vous donne les dates. Pourquoi ? Parce qu'un marché peut retracer de moitié en moitié de temps. On peut aller chercher les tops de marché. Ici, le bottom de marché. On serait très proche de fin mai, donc courant mai, aller chercher les 0,50 de Gann. Honnêtement, ça fonctionne plutôt pas mal sur des grandes time frames. Donc ne soyons pas étonnés si on arrive sur les 40 000 $ d'ici 3-4 mois. Ça étonnera peut-être certains. En tout cas, c'est mon scénario et je le joue actuellement, bien que je ne fasse pas all-in ici. Pourquoi je fais pas all-in ici ? Parce que je maîtrise mon risk management. Mes objectifs de cours sont plus bas. Ils peuvent être plus bas. Je n'ai pas des invalidations. Tant que je n'ai pas des invalidations, je ne peux pas me réexposer, encore moins me surexposer sur ce marché. Bien que je pense aujourd'hui que nous avons des bottoms de marché, si catalyseurs, perturbateurs ou signes noirs, il n'y a plus. Au moins, vous avez complètement ma philosophie par rapport à ça. Mais mon risque management aujourd'hui n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de clôture, je n'ai pas de divergence confirmée en weekly. Et je regarde les time frames minimum en weekly personnellement pour pouvoir me positionner. Bien qu'on peut avoir des arrachements haussiers, des magnifiques obliques pour aller chercher des objectifs de prix sur un investissement à l'aveugle parce qu'on a peur de louper le train dans une forme de capitulation. Les investissements dans les capitulations, ça me dérange pas, je les fais très régulièrement, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais pour le reste, j'attends des vraies structures et des vraies confirmations de marché. Donc, on irait chercher potentiellement les Stargate DMS, les fameux 33 000 $, voire un petit peu plus haut si les traders sont du mauvais côté du mouvement. Derrière, on irait faire le pullback et puis on reprendrait en fait par rapport à l'halving ce fameux cycle haussier ou super cycle haussier. Je suis plutôt moi début 2024, voire déjà un commencement du cycle 2023, voire premier semestre 2024. D'autres seront un petit peu plus éloignés par rapport à l'halving. Je pense que cet halving, pour le coup, sera très anticipé. Vous savez, c'est comme à la baisse. Si en fait à la baisse, les fameux délocs au niveau de Ethereum ou MTGOX par exemple dans le narratif sont vendus très rapidement, partez du principe que l'halving, comme c'est maintenant entre guillemets une prophétie autorisatrice qui s'est reproduite dans le temps, partez du principe qu'il sera très fortement anticipé. Pour ceux qui veulent le jouer, ils vont l'anticiper très tôt. La plupart l'anticiperont trop tôt, très probablement là-dedans si vous voulez. Je pense très honnêtement qu'on commencera à l'anticiper, donc on peut continuer à
à apprécier sans problème, mais je pense qu'on va se faire rincer, en réalité, parce qu'en fait, tout le monde regardera. L'halving, c'est que dans 8 mois. L'halving, c'est que dans 9 mois. Ouais, ben l'halving, on commencera à se poser la question quand on y sera. Hein, c'est super important. Jamais avoir raison trop tôt. Au même titre que le pivot de la Fed. On va beaucoup anticiper le pivot de la Fed et je pense que cette news sera vendue. C'est à peu près la même chose au niveau de l'halving. On le sait, l'halving. Donc c'est quelque chose qui de toute manière sera anticipé. Mais ne le jouons pas, bien évidemment, trop tôt. Attendons des belles confirmations. Et honnêtement, je pense que c'est pas une mauvaise idée de commencer à se positionner sur ces niveaux de prix si vous ne l'êtes pas déjà, bien évidemment. Mais je pense que 99% des personnes qui écoutent les héros du Bitcoin sont déjà exposés. Il y a des constats aussi qui vont être faits et qui sont très puissants, mais plutôt par rapport aux altcoins. Et ça, je pense que c'est important d'en reparler par rapport à un petit crypto Bybit ici. Vous avez par exemple du Atom Cosmos. On va enlever ça. Je vais remettre en weekly et on va en passer quelques-unes. Pour moi, ce que j'attends le plus en réalité, et celles-ci sur des investissements à voir, éventuellement des investissements d'eux, on peut les prendre en anticipé, mais vous avez des structures qui vont se positionner dans peu de temps en réalité, si ça marche, hein, bien évidemment, pour l'instant on ne le sait pas, vous êtes actuellement dans une zone de rechargement d'achat. Ok, vous avez en fait un M-top, un énorme M-top, qui est en train potentiellement de piéger un énorme W en mensuel. Ceci, vous n'avez pas plus bullish en réalité comme structure. Voilà, c'est des vraies structures. Vraiment, c'est celles que je regarde. Et honnêtement, elles sont redoutables, ces structures. En somme, si vous avez des clôtures en mensuel, là-dedans, au-dessus des $20 pour Atom Cosmos, on le shorte pas, le bébé, quoi. Bien qu'on soit sur le premier arrêt, etc., et qu'on arrive dans une zone, on prendra nos profits. Hein, c'est toujours la même chose, hein, investissement 2, investissement 3, all-in, éventuellement pour ceux qui sont all-in sur ce type d'actifs crypto, pourquoi pas, mais prenez bien vos profits quand vous arrivez projet 110% ou les 120%, puisque honnêtement, vous ne le regretterez pas. Bien évidemment. Donc vous avez des très grosses structures qui potentiellement peuvent se mettre en place et elles sont sacrément bullish, hein, pour le coup. Ça c'est pas bullish d'avoir un magnifique M-top en weekly. Ça c'est pas bearish. Hein. Partez de ce principe-là. Et honnêtement c'est toujours intéressant puisque vous les avez qui peuvent se mettre en place. Chez c'est un petit peu la même chose. Je trouve ça intéressant, il nous a fait un petit peu un Bitcoin le truc. Donc on revient chercher en fait les catacombes, donc buy the rumor, c'est the news. Si on a ce type de choses, honnêtement c'est très haussier. C'est toujours la même chose. Si on a ce type de choses, et on peut l'avoir relativement rapidement, Link c'est pareil, vous avez des W dans des W qui piègent des espèces de M dans des M, clôture ici weekly d'un magnifique M top. Si on fait ce type de choses, et qu'on clôture en mensuel au-dessus des $10 sur Link, c'est pas riche. Et c'est toujours la même chose, parce qu'actuellement on est en train de se dire, ouais mais actuellement on a un $5 quoi. $5, si on commence à se poser la question à $10, ouais mais les gros se positionneront sur ces niveaux de prix, on sera toujours en première classe. Imaginez-vous, si repartez un an en arrière ou un an et demi en arrière, Link c'était du $42, $40, c'était mais il faut acheter maintenant parce que ça va partir à $200, et honnêtement on se l'accordait. Aujourd'hui on est dans une première classe, à potentiellement avoir des structures en mensuel, de bottom de marché quasi définitif, sur les $10. Honnêtement c'est pas mauvais, si vous voulez comme prix d'entrée. Ok, et là vous retrouvez la tendance et on aura retourné la tendance. Vous en avez plein. Tezos, non. EGLD non plus. Ethereum, Doge peut-être. Ouais, Doge c'est pareil. Oh, Doge c'est magnifique. Doge ce serait exactement la même chose. Donc actuellement on l'a pas. Donc vous avez ici des structures en W mensuelles confirmées. Tant que les structures sont faites et qu'il n'y a pas les invalidations, il n'y a pas de problème. S'il y a les invalidations, il y a les invalidations. Mais on est en train de faire un magnifique pullback aux petits oignons en mensuel. Derrière, on peut repousser ce marché. Ceci ne sera pas bearish. Donc on prendra les 50%. Ah bah non, mais je les avais déjà pris, mes 50%. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Bref, si on vient clôturer au-dessus des 16 centimes de dollars sur Doge en mensuel, c'est pas bearish le truc. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est super important. Dès lors, attendons et n'ayons pas peur d'acheter plus cher, puisque les très gros se positionneront ici. Et quand vous allez dézoomer, j'ai acheté en première classe et en classe éco, quoi. Vous voyez, j'ai acheté par rapport à une forme de majorité, j'achète 70% moins cher. Donc oui, actuellement, vous achetez 87 ou 94% moins cher sur pas mal d'actifs et vos actifs préférés. Ok, mais 72% moins cher, entre guillemets, par rapport à un prix moyen vis-à-vis des investisseurs des nouvelles heures, si vous voulez, ou des futurs millionnaires, et ben c'est vraiment pas délirant et c'est à ce moment-là qu'il faudra potentiellement se positionner. C'est pour ça que vous avez en fait une baisse de volatilité ou une baisse très forte d'intérêt au niveau de Bitcoin. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune confirmation. Donc laissez jouer ceux qui veulent jouer les ranges, laissez jouer ceux qui veulent jouer les milieux de range, laissez jouer ceux qui veulent jouer des breakouts, et les gros et les sachants, eux joueront des confirmations et des validations. En bougie, mensuelle, voire trimestrielle,
bien évidemment. Ça, c'était le scénario 1 par rapport à ces W dans des W qui piègent des énormes M-top en weekly. Vous avez aussi la fin de la guerre, donc la paix en Ukraine. Ça peut être aussi très catalyseur pour éventuellement essayer d'avoir... Plus on s'y rapprochera, plus bien évidemment le prix va s'y apprécier, mais jamais avoir raison trop tôt. Donc si vous voulez jouer ce type de choses et vous le pensez réellement, commencez déjà à regarder des actions qui vous intéressent sur des structures et des confirmations. S'il n'y a pas de récession, parce qu'en fait tout le monde la pousse, mais aussi bien il n'y aura peut-être pas de récession, parce que rappelez-vous en 2018, ça c'est super important aussi, on a tendance à l'oublier, mais au niveau de l'industrie c'était en berne. On avait un fort taux de chômage qui commençait à revenir. Vous aviez en fait des industriels qui fermaient boutique, entre guillemets, des grosses faillites. Et ce qui a sauvé, entre guillemets, l'économie mondiale, c'est le service. Et c'est probablement ce qui va pouvoir être fait. Je pense qu'ils sont en train de réfléchir à ça au niveau politique. Pourquoi ? Puisque le service, c'est ce qui catalyse le plus, c'est ce qui est le plus rapide, entre guillemets, à mettre en place pour générer du rendement et de la croissance. Donc regardez bien ça, ne regardez pas forcément l'industrie, ne soyons pas focus sur les pétrochimiques, ne soyons pas focus sur les matières premières, ne soyons pas focus là-dessus. Regardons un petit peu ce qui se passe chez Publicis, regardons un petit peu ce qui se passe dans les services, notamment dans les télécoms, parce que si vous commencez à avoir des magnifiques choses qui sont en train de se mettre en place et des jolies croissances et des jolis chiffres au niveau des services, et ça peut entre guillemets sauver le monde, si vous voulez. Et c'est exactement ce qui s'était passé en 2018. Donc pas de récession faible, et dernière chose, c'est une relance de la croissance relativement forte, mais ça serait encore une fois une politique monétaire, donc le fameux pivot, etc. Et je pense que, très honnêtement, si la Fed ne réagit pas vite par rapport à une récession plus forte que prévu, donc des résultats d'entreprise moins performants que prévu, même s'ils sont déjà en deçà par rapport au premier semestre 2023, s'ils sont vraiment en dessous des attentes, à ce moment-là, le marché contraindra la Fed de faire son pivot plus tôt. Et le problème de ça, je vous le dis tout de suite, c'est cette situation-là. C'est une situation parfaitement connue, ne nous y trompons pas, c'est clairement ceci qu'on attendra. Voilà. Donc ici, en réalité, vous avez le marché qui contraint la Fed de réagir. Tout simplement. Parce que vous avez une inflation faible, en tout cas une inflation réellement en décroissance, voire plus en décroissance que prévu. Donc on passe de 7,1 à 5,5 par exemple, donc il y a des gros paliers de récession en moins. Vous avez les pays en récession, les États-Unis en récession, l'Europe en récession, plein de pays dans le monde en récession, et vous avez en réalité une politique monétaire extrêmement faible, voire dovish qui veut pas, entre guillemets, aller trop vite. Et à ce moment-là, le marché sanctionne. Et le marché sanctionne fort. Généralement, ça part en V-bottom, sachez-le, et la Fed réagit vite. Dès lors, si la Fed est contrainte de réajuster ses taux, entre guillemets, plus vite, ça veut dire que, non, on va pas, au pire, on les augmente de 0, voire on les baisse de 0,25, c'est que ça y est, la pièce a été mise. En somme, on ferait pas du moins 0,25 et plus 0,25. Ça marchera probablement pas. Mais probablement contraint. Et ça, on le verra, et ce sera éventuellement une opportunité. Pourquoi ? C'est le fameux gros pullback, si vous voulez, les gros retracements. Rappelez-vous que ce gros retracement qu'on avait eu, on l'avait eu sur Bitcoin. C'était les fameux moins 50%. En sachant qu'on était en décembre 2018, c'était ici. Quand on avait cassé les précédents lots sur le S&P 500, Bitcoin avait déjà pété ses précédents lots, on avait fait moins 10% derrière. Mais ça, c'est pas complètement, entre guillemets, anodin. Donc c'est possible, si on sent vraiment le discours de la Fed qui veut rien savoir, et à ce moment-là, probablement que le marché contraindra la Fed de réagir. Et c'est clairement pas ce qu'on veut. Ce sera de toute manière une opportunité, puisque ce ne sera plus derrière qu'une question de temps. Donc il y aura des très mauvais résultats qui vont être pressés dans la douleur par le marché, et derrière ça repartira en V-bottom, puisqu'il devrait logiquement repartir sur de la planche à billets. Probablement moins fort par rapport au crack Covid, c'est pas grave, donc les V-bottom se mettront en place, peut-être des reprises moins fortes, plus longues, mais les objectifs seront toujours les mêmes. Nouvelle attache. Ok ? Le deuxième gros scénario, c'est il y a une récession extrêmement forte, il y a un nouveau catalyseur, bombe nucléaire en Ukraine, pas la fin de la guerre, crise énergétique, on peut imaginer ce que vous voulez, Bitcoin sous les 10 000 $, les altcoins qui reperdent moins 70%, le S&P 500 qui repart en dessous des 3200 points, parce que c'est encore une fois par rapport à beaucoup ceux qui se l'accordent, et on est tous dans le même bateau, donc on part du principe qu'on va chercher les bas-fonds du désespoir, les 3000 points si vous voulez, à ce moment-là c'est opportunité d'achat. Aucunement ceci doit être considéré pour vous comme une souffrance. Ok ? Dès lors, qu'est-ce qu'on fait ? 1. On garde du cash. 2. Gestion du risque. On ne se surexpose pas. Il n'y a pas d'autre solution. Puisque aujourd'hui, même si on vous le dit, et même si je vous dis, faites attention, il va y avoir un crash sans précédent, on va se prendre du moins 20% sur les indices et du moins 70% sur les altcoins, en quoi vous le jouez là aujourd'hui ? Vous attendez des confirmations, des premiers arrêts, et si le cours finalement du Bitcoin, avant de faire ce qu'il doit faire, fait ce type de choses, on le fait comment en fait ? Donc c'est facile à dire.
Et c'est facile de tweeter. Si vous n'avez pas de catalyseur, vous attendez quoi? Vous shortez maintenant sur une oblique? Ouais, ok, d'accord. Bon, on se retrouve ici. Vous faites quoi? Bah, vous shortez en fait. Ok, bon, on short dans une zone. Ok, donc ici on short. Non, bah maintenant vous avez les confirmations. On est dans une zone de rechargement de vente logique. On short. Ok, et puis on reprend le petit exercice qu'on avait fait à la fin de la semaine dernière. On short jusqu'où en fait? Et finalement, il n'y a pas eu. Ou peut-être qu'il y aura. Oui, bah d'accord, il y aura alors. Bah très bien. Regardez, hein. Hop, et forte récession. Super. Ici, eh ben, on prendra nos responsabilités et nos profits. Donc de toute manière, on sera exposé. Donc on prendra nos profits pour valider notre gestion du risque. On n'est pas to the moon, $1 million, mec. Il n'y a pas de problème avec ça. Et éventuellement, bah, si on doit en fait repartir dans les catacombes du désespoir, eh ben, on le jouera bien évidemment simultanément avec une forte gestion du risque, des profits qu'on aura déjà pris précédemment si le marché nous l'offre. Encore une fois, le marché, on ne le contraint pas. Le marché, il vient à nous, tout simplement, ou on le subit. C'est toujours la même chose. Et on ne peut l'encadrer que de deux façons. 1, avec une bonne gestion du risque. 2, avec une stratégie. Voilà pour ça. Je finis juste avec 2 petites news qui étaient très intéressantes et je vous laisserai là-dessus. Un peu moins de technique aujourd'hui, mais c'est toujours pareil, il ne se passe pas grand-chose pour le coup. Donc sur les marchés, on attendra les ouvertures de Wall Street aujourd'hui, c'est la réouverture. Comme le premier de l'an, c'était un dimanche, donc vous savez que quand c'est un premier de l'an, quand il y a un jour férié qui tombe un dimanche aux États-Unis, vous le reportez au lundi, hein, c'est connu. On remettra d'ailleurs sur le Discord au niveau des annonces, juste ici, on remettra tous les jours fériés de l'année. Si vous l'avez, je vous le referai, mais j'irai le récupérer. Je ne sais plus où est-ce qu'il était. Tous les jours fériés, on va les remettre. Donc il y a plein de choses. Voilà, c'est ici, jour férié Wall Street, je vous les remettrai. D'accord, pour toute l'année 2023. Aucun problème avec ça. Donc on revient par rapport à ça. C'était un acte politique fort. Un député Christophe de je ne sais pas comment ça prononce, un belge, payé à 1 an en bitcoin, revient à l'euro, donc il revient sur ses décisions. Non, pas forcément, c'était un acte politique relativement fort. L'année du événement était particulièrement mouvementée, le bitcoin ayant perdu 70% de sa valeur selon les médias belges. L'écho, vous avez perdu 27 000 euros sur l'année 2022, soit 37,5% de votre salaire annuel. En somme, il gagne 72 000 euros par an, ce monsieur-là, donc je pense que c'est hors frais, etc., et hors dégrèvement, mais grosso modo, son salaire probablement net ou brut, je ne sais pas comment il a été calculé, mais 72 000 euros, grosso modo, il en a perdu 37%. Oui, mais non, en fait, il a quand même fait son DCA, il nous explique que s'il devait refaire la même chose, il aurait fait différemment, ça, j'y crois pas. Je pense qu'il continuerait à DCA son Bitcoin, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, il a peut-être un joli stock de Bitcoin, donc je suis très content pour lui. Et en fait, il explique par rapport à l'euro, parce qu'en fait, on a tendance, et c'est normal, puisqu'on a été éduqué et élevé dans ce sens-là, aujourd'hui, on prend toujours comme référence l'euro et le dollar pour regarder son salaire. Mais est-on si sûr de sa stabilité de l'euro et du dollar? En somme, il pose cette question-là. Pour la même quantité d'or, il vous faut 6,6 fois plus d'euros aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ça, c'est super intéressant. Alors oui, pour le coup, là, l'or fait office de protection et de réserve de valeur pour contrer l'inflation, qui est, entre guillemets, pour certains, bonne pour le monde et pour la croissance. Il faut de l'inflation, bien évidemment, mais une inflation, entre guillemets, maîtrisée, pas 15% ou pas 10%, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Donc effectivement, je comprends que Shift soit pro-or, puisque lui, il a des grosses quantités d'argent à gérer, et puis c'est normal que quand vous avez beaucoup d'argent, et ben vous allez plutôt chercher dans l'or. Mais si vous avez 1000 balles de capital financier, le mettre dans l'or n'est peut-être pas la meilleure solution. Il faut plus le dynamiser. Les cryptoactifs peuvent être éventuellement une bonne idée d'investissement, si on est prêt bien sûr à perdre son investissement de départ. En fait, il explique que c'était un acte politique, s'il devait faire un acte financier, il l'aurait fait potentiellement différemment, ce dont je ne crois pas, mais pour le coup, ça permet de faire bouger les lignes, et je pense que ça va dans le bon sens. Quand vous avez des députés européens ou belges de la zone euro qui font ce type d'initiative, aux États-Unis, vous avez le maire de New York qui avait aussi été payé en bitcoin, je ne sais pas s'il continue à le faire aujourd'hui, mais ce sont des actes forts, des actes politiques forts qui doivent aller dans le sens du peuple, toujours. S'il le fait, c'est que probablement il doit avoir un auditoire et des électeurs qui vont dans son sens, bien évidemment. Parce que l'objectif d'un politique et d'un élu, c'est de se faire réélire, ni plus ni moins. Voilà pour ça. Donc je trouvais ça très intéressant de vous le donner. Donc ça paraît tout simplement comme une mauvaise nouvelle. Payé en 1 an en Bitcoin, revient à l'euro, ensemble, il a fait une connerie, donc il revient à l'euro. J'aime beaucoup en fait comment c'est tourné dans ces périodes entre guillemets un peu moroses. Faillite de FTX, le géant Genesis n'arrive pas à s'en sortir, donc il essaye de lever des fonds. Pour moi, ça, c'est des fausses news, c'est des FUD, ça a déjà été pricé par le marché, je n'en tiens pas compte. Voilà pour ça. Une dernière petite... Non, ça on l'a partagé. Oui, Luc Dahir, un développeur originel de Bitcoin, perd tous ses Bitcoins. Bon, il a dit le protocole est vérolé, c'est un vrai problème. En fait, c'est un ancien développeur des premières heures en fait de Bitcoin. Il s'est fait carotte 200 Bitcoins. Donc on pense que c'est un problème de négligence.
Hein, et c'est pas un problème protocolaire. Et je réponds tout de suite aussi à ce type de choses parce que ça a beaucoup été partagé dans le Discord et on est beaucoup venu me solliciter par rapport à ça. Si vous avez ce type de news, partez du principe qu'on sera les derniers à être au courant. Le marché, si c'est un réel problème de protocole et que c'est vérifié par le marché, il y a des gens et des robots qui vont très vite pour vérifier sur deux choses. Bitcoin perd 30-40% l'espace de quelques minutes. À ce moment-là, vous pouvez partir du principe que c'est pas bon l'histoire. On ne le joue pas. Si vous voyez ce type de news, si vous pensez que c'est ce type de news et que Bitcoin vient de perdre 40%, derrière, il perd probablement 90%. Hein, je vous donne tous les exemples de cette année. La faillite de Celsius, tout le monde était en train d'essayer d'acheter le couteau. On s'est fait dégommer. Sur Terra Luna, on avait fait une vidéo, et d'ailleurs, bien qu'à moi, c'est une des vidéos les plus regardées sur la chaîne des rois du Bitcoin. On peut y revenir si vous voulez. C'est d'ailleurs la vidéo la plus regardée sur les rois du Bitcoin. Bitcoin, opportunité d'une vie ou machin. J'ai dit, shortez-le ce truc. On était à 2$, je crois, au moment de la vidéo. Elle a fait 40 000 vues. Incroyable, cette vidéo. Je suis très content et j'espère que je vous ai aidé. Mais si vous voulez jouer Terra Luna et que vous ne l'achetez pas, vous le shortez. Or, tout le monde l'achetait. Et ce truc était tombé à 0,001. En somme, s'il y a des réels problèmes catalyseurs qui est propre à une blockchain ou un actif numérique propre à son protocole, on se casse. On se casse. Ce qui est différent pour Solana. Solana, c'est juste les parties prenantes qu'il y a vis-à-vis de FTX. Et comme Vitaly Buterin a tweeté « Oh, Solana est un super projet et probablement a du temps devant lui, je sais pas trop quoi », le machin, il a repris 40%, je crois. Alors quand vous le regardez comme ça, c'est pas très sexy l'histoire. Hein. D'accord ? Il faut pas non plus tirer à boulet rouge. La plupart des gens n'ont pas acheté ici à 10$ ou à 8$. Ce n'est pas vrai. Mais effectivement, un petit tweet catalyseur, ça permet en fait de faire un petit peu travailler la psychologie. Et puis on fait des jolis repoussés en l'espace de, voilà, pump and dump, voilà, plus 50%. Mais ça, c'est pas une opportunité. Les vraies opportunités, vous les attendez. En somme, vous avez en fait grosse prise de liquidité. Derrière, on vient chercher tout le monde. On accepte, on fait le breakout. Ok, pour un investissement là-dedans, si vous voulez le jouer. Mais on attend les vraies confirmations, on attend des belles divergences, on attend des retours de la situation, on est survendu depuis des mois et des mois. Ici, c'était une super opportunité. Bah oui, ne mettez pas all-in, quoi. Vous me dites que ici, ne mettez pas all-in. Et vous aviez un pending exécution, d'ailleurs, on est encore dessus au niveau des 11$, et vous avez un pending exécution à 1,51$ pour remettre en cause la dynamique de fonds extrêmement long terme sur Solana depuis sa création. Et sa création, ne nous y trompons pas, hein, c'est avril 2020, quoi. Enfin, son listing, pardon, c'est avril 2020. Donc vous voyez qu'on parle de mouvements de volatilité extrême, parce que c'est catalysant par rapport à des entreprises tierces, mais ce n'est pas propre entre guillemets à Solana, plutôt par rapport à sa détention et à son développement, pas à son protocole. Ça c'est super important. Voilà pour ça. Je finis là-dessus, j'espère que je vous ai aidé. Je rappelle une dernière chose, et on finira cette année, ce gros synopsis vis-à-vis du début de cette année 2023. Je le dis, je le rappelle. 3% de la performance, enfin 97%, pardon, 97% de la performance de votre indice ou de votre actif préféré est représenté sur une période de 3% du temps. Les fameux 3,97. Donc 3% du temps, ça représente 97% de la performance de votre actif financier. Voilà. Il faut juste pas le louper, tout simplement. Et la chose la plus facile pour éventuellement essayer d'attraper ces 97% de performance, et ben c'est pas de trader à levier x100, x50, c'est plutôt d'essayer de se positionner en dollars cost average, avec des investissements d'achat sur des points clés, sur des niveaux stratégiques, qui suivent une stratégie. Et je vous mens pas, ProIndicator est quelqu'un de très expérimenté, il a acheté du Bitcoin ici sur la cap, il a acheté du Bitcoin ici, il a acheté du Bitcoin ici, et il a remis un investissement ici. En somme, vous pouvez être le plus talentueux influenceur de la planète ou un trader de génie depuis les 15 dernières années ou tout ce que vous voulez. On fait quoi en fait ? On fait à peu près ce qui marche le mieux. Des petits investissements dans une décision de management, on prend des profits lorsqu'ils se présentent en mode dollar cost average. Alors c'est peut-être un peu plus, si vous voulez, compliqué que ça dans sa rhétorique, mais quand vous le voyez, vous voyez 4 petites flèches comme ça, et quand vous voyez chez Hermès des petits investissements 1, investissement 2, investissement 3, vous vous dites mais c'est bullshit, c'est facile. Oui, et bah parfois c'est peut-être la simplicité, et je peux même peut-être vous dire que 99% du temps, la simplicité gagne sur le long terme. Hein, et rappelez-vous de Warren Buffett, il ne faut pas être intelligent pour gagner sur les marchés financiers.